Bonjour Ophélia. Bonjour Virginie. Tu es donc experte maquillage et soins pour la marque Bionic. Et on est ensemble aujourd'hui pour répondre aux questions des lectrices, de nombreuses questions sur le soin de la peau et aussi sur le maquillage. Question de Cécile, 25 ans. Comment identifier son type de peau? Est-ce possible d'avoir la peau du visage mixte, la peau du corps normale et le cuir chevelu sec? C'est une question assez complexe. Il y a 3 grands types de peau. On va parler d'une peau grasse, donc c'est une peau souvent qui brille, qui a les pores dilatés, voire des petits boutons. Ensuite, vous avez la peau mixte, qui elle va briller notamment sur la zone T et être soit sèche, soit normale sur les joues et sur le menton. Et puis vous avez la peau sèche. Donc la peau sèche, elle tire tout le temps. Donc la peau du visage, c'est une chose, la peau du corps, c'en est une autre. Et le cuir chevelu, lui, il peut être agressé, soit par des produits capillaires qui ne conviennent pas à notre type de cuir chevelu, par exemple des colorations, ou même l'effet de la pollution. Souvent, la peau du corps, elle est normale, à sèche, voire très sèche. Il ne faut pas oublier que le visage, c'est ce qui est le plus exposé. Donc en permanence à l'extérieur. Souvent la peau du visage sera quand même de manière générale plus sèche que la peau du corps. Qu'est-ce qu'une bonne routine de soins pour le visage? Alors une bonne routine de soins, elle va comporter plusieurs étapes. Déjà depuis le matin jusqu'au soir. Le matin, on se lève, on se nettoie le visage, donc avec un nettoyant, pas avec un démaquillant, à moins qu'on fasse comme Michael Jackson, qu'on dorme avec du maquillage, mais juste on se nettoie le visage. Ensuite, on applique éventuellement une lotion, si on sent que sa peau tiraille un petit peu après le nettoyage, ou on met directement son sérum, sa crème de jour ou uniquement sa crème de jour, voire on se maquille après. Ensuite, le soir, impérativement, il faut d'abord se démaquiller et ensuite se nettoyer. Alors une petite astuce, on dit qu'on passe autant de temps à se démaquiller qu'on en passe à se maquiller le matin. Donc à savoir, plus le maquillage va être fort, prononcé, plus forcément on va devoir utiliser de produits de démaquillage. Notamment un démaquillant spécifique pour les yeux, surtout si on a utilisé un maquillage waterproof. Donc là je recommande les démaquillants biphasés. Donc ceux qu'on doit agiter avant emploi, qui eux fonctionnent bien mieux. Toujours un coton par œil, ça c'est très important, parce que si jamais vous aviez une petite poussière ou quelque chose, ne pas contaminer l'autre œil avec le coton. Et ensuite, donc, on utilise soit une mousse démaquillante, une gelée démaquillante, voire un lait démaquillant, et ensuite qu'on va rincer à l'eau ou pas. Et ensuite, on utilise le nettoyant. Donc là, pareil, en fonction de son type de peau, soit un gel moussant plutôt purifiant pour une peau mixte à grasse, soit une mousse ou un produit beaucoup plus doux pour une peau normale à sèche. Autre chose très importante, une fois par semaine, pensez à faire un gommage et un masque. Donc d'abord le gommage, qu'on va choisir plus ou moins fort en fonction de son type de peau. Encore une fois, une peau sensible va privilégier plutôt un gommage avec des petits grains, alors qu'une peau mixte à grasse peut même faire de la dermabrasion, c'est-à-dire les gommages qui eux sont beaucoup plus abrasifs entre guillemets, tout en restant doux pour la peau. Ensuite on rince et après on applique un masque hydratant pour justement réhydrater, apporter de nouveau l'hydratation qu'on a retirée avec le gommage. Donc c'est très important de faire régulièrement son gommage et son masque parce qu'en fait ça permet d'enlever les peaux mortes, l'excès de sébum et vraiment de permettre aux soins qu'on va mettre après de beaucoup mieux pénétrer dans la peau. Et on voit que sur la durée, pour quelqu'un qui a l'habitude de faire un gommage et un masque une fois par semaine, si on oublie une semaine de faire son gommage et son masque, on s'aperçoit vraiment de la différence. Comment s'occuper d'une peau sèche qui tiraille après un nettoyage à l'eau? Alors déjà, premièrement, une peau sèche, il faut la nettoyer avec un produit spécifique pour les peaux sèches. Des mousses, des gelées. Si malgré la texture bien choisie, quand on se rince le visage, ça tiraille encore un petit peu, vous pouvez appliquer une lotion, donc une lotion spécifique pour les peaux sèches et sensibles,
voire une eau florale, tout en sachant quand même qu'une peau sèche, vaut mieux privilégier les produits qui ne se rincent pas. Souvent, c'est le binôme lait démaquillant nettoyant, lotion qu'on recommande pour les peaux sèches. Comment différencier une peau sèche d'une peau déshydratée? Alors, la peau sèche, elle va tirer tout le temps. On va avoir une sensation d'inconfort qui va être assez généralisée. En période hivernale ou si on travaille dans un environnement où il y a la clim, où il y a le chauffage, on pourra même aller jusqu'à desquamer, donc avoir des petites peaux. Par contre, une peau déshydratée, elle va tirer uniquement après, par exemple, un nettoyage en sortant de la douche, ou alors suite à un changement brusque de température, on était à l'intérieur, il faisait chaud, on sort, il fait froid. C'est principalement la différence entre une peau sèche et une peau déshydratée. Par ailleurs, une peau sèche, elle va avoir besoin de lipides, elle a besoin de gras, et une peau déshydratée, elle a besoin d'eau. Donc, elle a besoin d'avoir de l'hydratation. Si vous pensiez avoir une peau sèche et que vous avez mis une crème nutritive, donc dans laquelle il y a beaucoup de lipides, et que vous voyez que vous brillez, que les pores de votre peau sont dilatés, ça veut dire que vous n'avez pas une peau sèche, vous avez une peau déshydratée et que vous l'avez trop nourrie. Donc, essayez de passer à un soin uniquement hydratant. Comment prendre soin d'une peau mixte? Et ça, c'est le petit complément. J'ai l'impression que les produits que j'utilise sont soit trop gras, soit pas assez hydratants. Pour prendre soin d'une peau mixte, le but, c'est d'éviter d'en arriver à mettre deux crèmes différentes. C'est-à-dire mettre une crème sur la zone T pour les peaux plutôt mixtes à grasses, puisque la zone T va être amenée à briller quand on a une peau mixte, et mettre une autre crème beaucoup plus hydratante sur les joues. Donc j'ai beaucoup de clientes qui sont amenées à faire ça, mais vous devez pouvoir trouver un équilibre entre les deux, à savoir, je recommande souvent de mettre simplement un sérum hydratant sous votre crème de jour. Alors si vous avez la peau mixte à tendance plutôt grasse, parce qu'on peut avoir une peau normale à tendance mixte ou une peau mixte mais quand même à tendance plus grasse, où vraiment vous allez beaucoup briller sur la zone T. À ce moment-là, vous mettez d'abord un sérum hydratant et ensuite par-dessus une crème matifiante. Donc comme ça, vous avez et de l'hydratation et vous évitez de briller au cours de la journée. Ensuite, si vous avez une peau mixte, soit sensible, soit mixte à tendance normale, là vous pouvez vous permettre d'utiliser par exemple des textures qui vont être plus des émulsions ou des fluides, mais n'allez pas vers les textures crème et encore moins vers une texture crème riche. Il faudra toujours rester sur des textures assez légères. Et encore une fois, vous pouvez tout à fait mettre votre émulsion ou votre fluide en été, et en hiver, si vous en ressentez le besoin, mettez en dessous votre sérum hydratant. La combinaison sérum plus crème est souvent plus intéressante que de mettre un seul produit qui souvent en fait va pas être suffisant. Comment traiter une peau acnéique? Alors, une peau acnéique, déjà, première chose, allez voir son dermato. Il faut vraiment identifier quel type d'acné vous avez avant de le traiter. Et le dermatologue, lui, va vous prescrire des médicaments par voie orale, par voie cutanée. Après, les marques de dermocosmétiques, elles peuvent vous proposer des soins qui vont être complémentaires du traitement que vous aura recommandé le dermatologue. Donc l'important, en fait, quand on a une peau grasse, c'est d'avoir une bonne routine de soins. Il faut bien nettoyer sa peau sans trop la décaper. Parce que souvent, quand on se dit « j'ai la peau grasse, je brille », égal, je vais faire plein de gommage, ça va l'assécher, elle va arrêter de briller. Non, c'est l'effet inverse qui se produit en fait. La peau se sentant agressée, elle fabrique plus de sébum pour se protéger et après c'est le cercle infernal. La peau devient de plus en plus grasse, on a de plus en plus de comédons, on a de plus en plus de boutons. Donc il faut utiliser normalement les textures, vous allez trouver en nettoyant des gels purifiants. Il est très important de faire une fois par semaine un gommage et éventuellement un masque derrière, ou on peut aussi trouver des masques purifiants. Donc là, encore une fois, attention, le masque purifiant peut être aussi un petit peu déshydratant. Mais une peau vraiment très grasse, qui aura beaucoup d'imperfections, de faire un masque purifiant une fois par semaine, voire 2 fois par semaine,
ça peut être suffisant sans avoir besoin derrière de faire un masque hydratant. Est-il possible d'éradiquer les points noirs une bonne fois pour toutes? Alors, dans l'absolu, oui. On peut éradiquer les points noirs une bonne fois pour toutes si vous avez une bonne routine de soins avec, encore une fois, un gommage fait de façon régulière. Si vous faites attention à ne pas utiliser des produits trop gras, normalement, vous pouvez limiter tout du moins considérablement le nombre de points noirs, tout simplement en ayant une bonne routine de soins. Existe-t-il une solution contre les pores trop apparents? Alors déjà, vous avez des crèmes qui peuvent vous aider à affiner l'apparence des pores de la peau. Donc des crèmes hydratantes matifiantes. Des bases de maquillage, elles vont flouter en fait la surface de la peau et cela va faire disparaître les pores un petit peu trop dilatés. Et puis aussi, il ne faut pas oublier la partie soins, donc là au quotidien. Un bon nettoyant, une lotion astringente aussi peut vous aider justement à resserrer les pores de la peau sans pour autant déshydrater la peau. Faut-il appliquer une protection solaire sur le visage de façon quotidienne? Si oui, quel indice? Alors là, la réponse, ça va être oui et non. Tout dépend de son type de peau. Si par exemple, vous avez une peau qui fait des réactions au soleil, ou vous avez une peau qui a déjà des taches, à ce moment-là, effectivement, oui, il peut être bien de porter une protection solaire toute l'année, un SPF 30, un SPF 40, voire un SPF 50 si vous avez la peau très claire. Sachez qu'aujourd'hui, il existe des fonds de teint qui souvent ont une protection solaire, et puis il existe aussi des crèmes de soins qui ont une protection solaire. Donc toute l'année, vous pouvez allier les deux, mettre votre crème de soins avec un SPF 25 par exemple. C'est déjà mieux que rien si vous avez la peau claire ou sensible. Quels sont les effets du soleil sur la peau? Quelles sont les répercussions d'un coup de soleil? Alors les effets du soleil sur la peau, de manière générale, on le voit sur les peaux, par exemple des femmes qui résident dans le sud. Souvent, elles ont la peau plus sèche. La peau qui est trop exposée au soleil va perdre de son élasticité, elle va perdre de son hydratation, donc elle va s'assécher. Ça accélère le vieillissement cutané également, donc souvent on a des peaux un petit peu plus marquées et bien sûr ça provoque des taches. Donc on va avoir cet aspect des fois un petit peu plus terne. Alors même on pourrait se dire je suis bronzée égale j'ai bonne mine. Non, on peut être bronzé et de par le fait que la peau a été asséchée par le soleil, la peau va devenir terne. Alors les répercussions des coups de soleil, si vous prenez un coup de soleil une fois sur 5 années, vous savez ce que c'est un coup de soleil, ça va brûler votre peau, donc c'est pas agréable, ça fait mal, après ça pèle. Et puis la peau, elle a une apparence différente du reste de la peau qui n'a pas eu le coup de soleil. Si par contre vous ne vous protégez jamais et que vous prenez 2-3 coups de soleil par été, là il faut faire très attention parce qu'à la longue, cela peut provoquer un cancer de la peau. Donc d'où l'importance de vraiment bien se protéger quand vous allez au soleil, surtout si vous avez la peau claire. Une peau mate prendra un coup de soleil moins facilement qu'une peau claire. À quoi servent les crèmes de nuit? Doit-on absolument en mettre une? Là encore, je répondrai oui et non. Ça dépend de votre type de peau, ça dépend également de votre âge. La différence principale entre une crème de jour et une crème de nuit, c'est que souvent les crèmes de nuit sont plus épaisses, elles vont être plus riches en actifs. Par contre, une crème de nuit n'est pas faite pour protéger la peau. C'est pourquoi on dit souvent, vous pouvez mettre votre crème de jour la nuit, mais pas votre crème de nuit le jour. Ce que je recommande souvent à mes clientes, c'est de mettre la nuit ce dont leur peau a le plus besoin. Par exemple, si vous avez une peau déshydratée, la nuit, vous pouvez mettre une crème hydratante, voire laisser poser votre masque hydratant et dormir avec. Après, si vous estimez que votre peau elle est normale, que vous n'avez pas besoin de besoin particulier, c'est pas forcément une obligation de mettre une crème de nuit. À partir de quel âge faut-il commencer un soin anti-rides? Est-ce vraiment nécessaire? Déjà, je voudrais préciser quelque chose, c'est qu'en fait, l'âge et la peau
c'est parfois deux choses totalement différentes. On peut avoir 30 ans et en paraître 40 avec sa peau, comme on peut avoir 30 ans et en paraître 10 de moins. L'âge, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Cela dit, de façon générale, on dit toujours qu'il faut mieux commencer des crèmes anti-âge à partir de 25-30 ans. En général, c'est là où on commence à perdre un petit peu en élasticité, où des ridules de déshydratation commencent à se transformer en vraies rides. Voilà, donc il est bien aussi de faire de la prévention. Ce que je recommande souvent, c'est de commencer par le contour des yeux. Parce que si vous regardez bien, c'est souvent le contour des yeux qui marque en premier. Donc après avoir parlé des soins, on attaque la partie maquillage. Est-ce que le fond de teint empêche la peau de respirer et provoque l'apparition de comédons? Alors, non, ça c'est une idée reçue. Le fond de teint n'empêche absolument pas la peau de respirer. Il n'est pas comédogène, tout en sachant que le plus important, c'est ce que vous allez mettre aussi sous votre fond de teint. Bien sûr, si vous vous maquillez à même la peau, vous mettez votre fond de teint directement sur la peau nue, alors là, c'est sûr, votre fond de teint va être comédogène et va vous abîmer la peau. Maintenant, si sous votre fond de teint, vous avez la bonne crème hydratante, voire le bon sérum, il n'y a pas de problème. Il faut bien choisir la texture du fond de teint en fonction de votre type de peau. Donc privilégier des textures plus matifiantes pour une peau mixte à grasse et des textures plus hydratantes, plus fluides, voire même un fond de teint cake, hein, c'est possible en l'étalant bien pour des peaux plus sèches. Les applicateurs, par exemple, si vous appliquez votre fond de teint au pinceau ou si vous avez un fond de teint poudre et que vous l'appliquez avec une éponge, si le pinceau vous le lavez tous les 6 mois et l'éponge, vous la lavez tous les 6 mois aussi, vous aurez des boutons, mais ce ne sera pas la faute du fond de teint ou ce ne sera pas la faute du fond de teint poudre. Est-ce mauvais de cacher un bouton avec du maquillage? Alors encore une fois, si vous mettez le maquillage directement sur le bouton sans l'avoir traité auparavant, sans avoir mis une base asséchante ou quelque chose dessus, là oui, ça peut être mauvais. Maintenant, si vous utilisez, on en a beaucoup aujourd'hui, des soins asséchants pour les boutons qui vont être aussi teintés, là c'est parfait, puisqu'à la fois vous traitez et à la fois vous camouflez. Comment camoufler des cernes foncées de façon naturelle? Je ne vous cache pas que c'est pas chose facile. Alors déjà, si vous voulez quelque chose de naturel, privilégiez plutôt les textures d'anti-cernes plutôt fluides. Ou alors si vous prenez un stick, à ce moment-là, travaillez-le au doigt. Vous faites vraiment chauffer la matière et vous l'appliquez soit avec un petit pinceau, soit au doigt. Vraiment en estompant, en tapotant, de façon à ne pas avoir justement trop d'épaisseur. Quand vous appliquez votre anti-cerne, ne le mettez pas juste dans la cerne. Parce que si jamais votre anti-cerne, par malheur, vous l'avez choisi une teinte un petit peu trop claire, là, ça va être l'effet panda. Vous allez avoir 2 ronds blancs autour des yeux. Donc pensez à l'estomper et à faire souvent ce qu'on préconise, c'est de faire un triangle de lumière. Donc vous le faites descendre, ça va illuminer votre regard, ça va aussi vous aider à travailler la joue, les pommettes, et en même temps ça va fondre votre anti-cerne, donc vous aurez un effet plus naturel au bout du compte. Au niveau de la couleur, si vous avez des cernes plutôt bleutées, vous privilégiez un anti-cerne de couleur dorée. Et si vous avez des cernes plutôt marron, olive, à ce moment-là, privilégiez un anti-cerne de couleur un petit peu pêche, abricotée. Quelle teinte de fard à paupières pour mes yeux bleus? Alors là, c'est un grand débat. Il y a des règles techniques, puisque le maquillage, c'est très technique. Mais il ne faut pas oublier que c'est quand même vous qui décidez. Pour moi, au-delà de la couleur que vous allez porter, le plus important, c'est que ce soit lumineux. Si vous n'êtes pas sûr de vous, prenez pas des teintes trop foncées, parce que les teintes trop foncées risquent toujours de durcir ou de trop marquer si jamais vous ne l'appliquez pas bien. Quand vous avez les yeux bleus, des beiges, des couleurs un petit peu taupes, des beiges taupes, des gris taupes. Alors si vous avez les yeux verts, l'idéal c'est d'utiliser un fard avec des pigments rouges. Donc vous pouvez utiliser du mauve, du violet,
Le gris marche très bien aussi sur les yeux verts, surtout quand on est brune. Et pour des yeux marrons, alors là les yeux marrons, vous avez une... Bon, c'est un petit peu comme les yeux bleus, vous me direz, mais il y a quand même une large palette de yeux marrons. Marron foncé, on peut avoir les yeux noisettes, on peut avoir un marron vert, un marron doré. Donc là, vous pouvez porter à peu près toutes les couleurs, je dirais, quand vous avez les yeux marrons. C'est vrai que des bruns chauds, ça fait bien ressortir, surtout quand on est brune. Par contre, si on est blonde, il faudra plutôt privilégier, encore une fois, des demi-teintes. Et là, aller sur des tons plutôt chauds, donc rester dans des beiges assez chauds. Vous pouvez aussi porter des mauves, hein, c'est possible quand on a les yeux marrons, ça peut être joli. Quelle teinte de blush pour quelle carnation? La teinte de blush, vous allez la choisir principalement en fonction de votre tonalité de peau. Donc si vous avez par exemple une tonalité de peau plutôt rosée, bien sûr vous allez appliquer des blushs roses, voire rose bleuté. Et si vous avez la peau plutôt dorée, alors c'est vrai que la majorité des femmes en France ont quand même la peau dorée, là vous pouvez privilégier des couleurs abricots, des couleurs pêche, c'est très joli, ça donne bonne mine. Mais au-delà de la couleur, le plus important, c'est quand même le geste pour appliquer son blush. Parce que même la plus belle couleur du monde, si vous mettez le blush en plein milieu des joues, ça ne va pas rendre bien du tout. Donc pour appliquer votre blush, vous souriez et sur la partie justement de la joue qui est au-dessus, ici quand vous souriez, vous appliquez votre blush. Plus vous mettez votre blush bas, plus ça va vous grossir. Et à l'inverse, plus vous mettez votre blush haut, plus ça va affiner votre visage. Comment choisir la teinte et la texture de son rouge à lèvres? La teinte du rouge à lèvres, alors là c'est vrai qu'il faudrait parler au cas par cas. De façon générale, je peux vous dire comment savoir si vous avez sélectionné la bonne couleur de rouge à lèvres pour vous. C'est tout simple. Si quand vous vous regardez dans le miroir, vous revoyez vos lèvres en premier, c'est que le rouge à lèvres est mal choisi. Si par contre vous vous regardez dans le miroir et vous voyez vos yeux en premier, là ça veut dire que la couleur est bien sélectionnée. Là je parle pour un rouge à lèvres que vous allez porter par exemple au quotidien. Si vous avez un rouge à lèvres que vous allez porter là comme un accessoire, on ne verra pas forcément vos yeux en premier, mais c'est un autre style. Mais de façon générale, le rouge à lèvres sert avant tout à souligner le regard. Alors, au niveau des teintes, plus vous avez les lèvres charnues, plus vous allez privilégier des couleurs foncées. Et à l'inverse, plus vous avez les lèvres fines, plus vous allez prendre des couleurs claires et brillantes, de façon justement à donner un petit côté plus pulpé à la lèvre. Sachant que vous pouvez travailler avec le crayon contour des lèvres, mais bon, le crayon contour des lèvres à 2 mm autour de la lèvre, c'est plus à la mode en ce moment. Au niveau des textures de rouge à lèvres, il faut savoir que plus le rouge à lèvres est brillant, moins il va tenir et souvent il est moins hydratant. Plus le rouge à lèvres est mat, plus longtemps il va tenir, mais souvent il est déshydratant. Donc si vous avez les lèvres qui ont tendance à être un peu sèches, voire à être gercées, là il va falloir privilégier des textures de rouge à lèvres vraiment très hydratantes. Au niveau des couleurs, si par exemple vous avez des boutons, alors à bannir le rouge à lèvres rouge. Quand on va vous regarder, on va voir vos boutons uniquement et après votre rouge à lèvres. Si vous avez les dents qui n'ont pas la chance d'être trop blanches, alors là pareil, évitez les rouges à lèvres, tout ce qui va avoir des couleurs fuchsia, qui va pouvoir faire ressortir vos dents jaunes. Vous voyez, ça, c'est pas beau du tout. Il y a des rouges à lèvres qui sont magnifiques quand on a les yeux verts, ce sont les bruns rouges. Comme pour le maquillage des yeux, privilégiez quand même des couleurs lumineuses. Merci beaucoup Ophélia d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à toi Virginie et merci à l'équipe de mademoiselle.com. J'espère que mes réponses et puis mes conseils pourront aider vos lectrices. À bientôt. À bientôt.